bienvenue pour cette émission Le Studio Mobile, une émission consacrée à la mobilité sur tous ses aspects, une émission que vous pouvez suivre sur Twitter avec le hashtag Le Studio Mobile et nouveauté en podcast téléchargé gratuitement sur iTunes. Alors ce soir, un sommaire très riche. J'ai sur le plateau Laurent Kong. Bonsoir Laurent. Et Gilles Fungold. Bonsoir. Bonsoir. Gilles qui est le président de l'Association française pour la promotion du développement mobile. C'est ça ? Exactement. Oui, c'est bien. Et nous retrouverons un peu plus tard dans l'émission plusieurs invités. Olivier Lagréou de Nokia pour nous parler du Lumia 1520 et Guillaume Léguillère d'Asus pour nous présenter le Transformer T100. Alors, les actualités. Tout d'abord, Orange a fait une sorte de grand-messe à la Apple la semaine dernière à Paris. Et là, nous croulons sur les annonces. Les annonces sont essentiellement liées à la 4G. La 4G, Orange y croit à fond et lance une série d'applications optimisées pour cette connexion à grande vitesse. Par exemple, l'application Ligue 1 qui tirera profit de la bande passante pour, par exemple, montrer des vidéos en HD. Et pour Orange, c'est clair, la 4G va bouleverser les applications. Qu'est-ce que vous en pensez ? Toutes les technologies respectives ont fait avancer le modèle du développement mobile. Et effectivement, plus la connexion est rapide, plus ça permet d'utiliser des nouveaux services ou d'accéder à des nouveaux types d'applis, souvent gourmands en disponibilité. Et donc tout ce qui peut être fait par un leader comme Orange sera bien entendu bienvenu sur ce marché qui, en pleine explosion, est très en attente de nouveaux services pour les mois à venir. Et toi, Laurent ? Mais moi, je remarque qu'ils ont recentré toute leur communication effectivement autour de la qualité des réseaux. Bon, évidemment, la 4G, on le voit aujourd'hui avec toutes les communications, les campagnes de communication qu'ils font. Les services associés sont plutôt intéressants. Maintenant, je demande à voir. Le réseau est en plein déploiement. On l'a de plus en plus dans Paris, un petit peu en banlieue. Reste à voir l'utilité réelle d'un tel réseau et les débits quand il sera en charge. D'accord. C'est vrai que la 4G, quand ça fonctionne, c'est impressionnant. Les débits, effectivement, sont particulièrement intéressants. Maintenant, il y a très peu de monde sur le réseau aujourd'hui, bien que effectivement le nombre d'abonnés soit croissant et constant. Cependant, les demandes aujourd'hui, l'utilisation que les gens en font reste une utilisation classique. Il n'y a pas encore de vidéo trop en charge, la vidéo HD n'est pas trop répandue encore, que ce soit en podcast ou même en consultation. Donc pour l'instant, effectivement, ça va très bien. Ok, et pour ce grand raout, Orange a annoncé deux produits assez révolutionnaires. Le LG Flex, dont tout le monde a entendu parler, le premier smartphone à écran incurvé, et un drôle d'objet, le Block, une sorte de vidéoprojecteur avec des enceintes ciné-cabas, un truc vraiment axé sur le multi-écran. Ça, pareil, étrange. Alors, moi j'ai trouvé ça très intéressant, le concept de pouvoir transporter dans n'importe quelle pièce son projecteur, un autre écran avec une surface, voilà. Effectivement, la partie son, c'est la partie son qui est ciné-cabas, c'est pas l'ensemble du projecteur. Oui. Lors des démos, alors le produit est compact, intéressant, mais de ce que j'en ai vu, je pense des prototypes, j'ai eu l'impression que la qualité d'image et la luminosité n'étaient pas là. Reste à voir sur les produits finis. Il faut être dans le noir, quoi, pour l'instant. Pour l'instant, ils annonçaient dans la démonstration qu'il valait mieux, effectivement, d'être dans la pénombre. D'accord. Mais pourquoi pas. Et Orange en a profité pour annoncer son accélération du déploiement, parce qu'ils avaient prévu à peu près 40% de la population couverte à la fin de l'année, et finalement, ça sera plus de 50%. Bon, ils accélèrent, sans doute un peu piqués au vif par Bouygues, mais à voir aussi, parce que c'est encore vraiment tout neuf.
Il se dit, alors ça reste à confirmer, mais il se dit effectivement que le déploiement de la 4G est lié essentiellement à des mises à jour des serveurs, des antennes, liées aux antennes. Alors effectivement, si ce n'est que ça sera assez simple et rapide, effectivement. Maintenant, dans la pratique, on sait qu'à chaque fois, les mises en charge, notamment aux alentours des fêtes, le smartphone restant encore le produit le plus vendu autour des fêtes, le nombre d'activations sur les réseaux 4G vont forcément ponctionner la bande passante. Quid de l'efficacité réelle derrière? Clairement. Autre annonce phare de ces dernières semaines, c'est le fameux Motorola Moto G. Fameux, mais pas techniquement. Il ne faut pas s'attendre à un truc de folie. C'est un 4.5 HD en 720 sur 1280. C'est un processeur 4 cœurs, mais plutôt d'entrée de gamme. 1 Go de RAM, rien d'exceptionnel. En deux versions, donc 8 Go et 16 Go. Ce qu'il est par contre exceptionnel, c'est le prix. 169 € en 8 Go. Est-ce que c'est la fin des Wiko, des Huawei, des ZTE, si les gens ont pour le même tarif un Motorola? Non, ça reste une offre supplémentaire. Je pense que l'offre est pertinente. Petit détail qui a fait souvent l'argument des pros Android et des téléphones sous Android était la possibilité d'extension de mémoire, justement. Là, on se retrouve avec les capacités, grosso modo, hormis la 3G, enfin les connectivités réseau, d'un iPhone premier du nom, au prix d'un smartphone quasiment moderne, parce que 200-300 €, ça commence déjà à atteindre une somme relativement importante. Ça reste un smartphone intéressant. Après, est-ce que c'est une révolution? Je ne pense pas. C'est une offre intéressante pour des gens qui veulent avoir un smartphone récent et suffisamment performant, oui. D'accord. Et donc maintenant, nous allons annoncer le fameux Lumia 1520, donc la première phablette non Android, donc en l'occurrence sous Windows Phone 8. Et pour cela, nous avons Olivier en ligne. Bonjour. Bonjour. Donc Olivier, tu peux nous présenter un peu ce fameux Lumia? Alors c'est voilà, je l'ai avec moi, c'est très lumineux, je ne sais pas si on voit très bien. C'est Lumia 1520 qui est dispo dans 1 ou 2 jours chez SFR pour commencer. Donc c'est notre premier smartphone avec un écran si grand puisqu'on a 6 pouces. Jusqu'à maintenant on avait du 4,7 pouces avec un Lumia 625 par exemple. Là on est sur du 6 pouces, on est sur un écran Full HD. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir un smartphone qui va permettre de consommer du contenu de haute qualité. Donc que ce soit de belles vidéos qu'on va avoir téléchargées ou filmées, puisqu'on continue notre belle histoire photo avec une optique Carl Zeiss. On a toujours de l'optique stabilisée, on est sur du 20 millions de pixels, donc on a un vrai beau bloc optique avec un flash LED. On bénéficie évidemment dans ce produit-là de la dernière version de Windows Phone qui permet quelques nouveautés comme la 3e ligne de vignettes sur l'écran, donc ça va permettre une personnalisation encore plus poussée de son smartphone. Donc chaque client pourra avoir son smartphone à lui et son écran d'accueil à lui. Il permet aussi d'avoir un processeur plus puissant puisqu'on a un quad-core cadencé à 2 Go 2. Donc l'interface n'a pas forcément besoin, voilà, on le voit à l'écran, d'un processeur aussi rapide, mais sur un écran Full HD, sur de la photo de qualité comme on peut faire avec ce produit-là. On a voulu mettre tous les atouts de notre côté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a un processeur de 2 Go 2 cadencé en quad-core, pardon. On a 32 Go de mémoire embarquée et on a aussi un slot pour ajouter de la micro SD. Donc c'est quelque chose qui pouvait nous être reproché sur certains produits. On laisse la possibilité à nos clients de rajouter de la mémoire. Donc on peut rajouter jusqu'à 64 Go sur Lumia 1520. Donc on a presque 100 Go de mémoire qu'on va pouvoir embarquer avec soi et donc pouvoir faire beaucoup de photos, beaucoup de belles vidéos. On a également intégré dans le Lumia 1520 la charge à induction. On sait que ça plaît beaucoup, c'est un petit détail technique qui est assez sympa à utiliser puisque vous n'avez plus besoin de brancher et débrancher votre smartphone. Vous le posez sur un support de charge classique et il se met en charge tout seul. Et ça c'est dispo aux alentours de 649-699 € en nu dans les prochains jours. D'accord. Donc, alors, j'ai eu la chance de jouer avec pendant une petite semaine.
Et c'est vrai que le premier truc qui apparaît, c'est la fluidité. Ça semble, on peut lancer toutes les applications jusqu'à 8, donc permises par l'OS. Et on a 2 Go de RAM. Jamais ça Ça s'essouffle. aide aussi. Ouais, jamais ça s'essouffle. Et ça, c'est assez fabuleux. Moi, alors, la photo, elle est géniale. Je reviendrai plus tard, mais l'application Refocus, par exemple, qui est assez fabuleuse. Alors, moi, je le trouve un peu lourd. Qu'est-ce que, Olivier, tu penses qu'il est dans les normes actuelles pour le poids? Il fait 209 grammes comparé à un Lumia 920 auquel on pouvait vraiment reprocher tout poids par rapport à sa taille d'écran. Je pense qu'on a quand même bien retravaillé notre copie et pour un écran 6 pouces, un produit aussi grand, c'est pas choquant. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu plus léger, je crois, que son concurrent, le HTC, de quelques grammes. Hein, ça se joue pas sur. Je suis désolé parce que on a un direct pour le lancement de Mix Radio à côté, donc je vais avoir beaucoup de bruit. D'accord. Moi j'avais une question. Est-ce qu'il est vraiment indispensable dans un téléphone de mettre un processeur si puissant? Parce que ça reste un téléphone tout de même. Est-ce que vous n'auriez pas mieux fait d'avoir un processeur un petit peu en deçà qui vous permettent quand même la même fluidité grâce aux 2 Go de RAM notamment, et de gagner un peu en autonomie avec un processeur qui consommerait un peu moins. Moi je vous entends plus du tout en fait. La keynote qui a commencé à côté, donc je ne vous entends plus du tout. D'accord. Je suis désolé. Ok. Eh ben, merci. Merci pour cette intervention, Olivier. Puis à très bientôt sur Watch TV. Merci, au revoir. Je vous entends plus, j'ai une interférence avec le micro. Donc voilà, retour sur le plateau. C'est vrai que cette machine, elle est quand même grosse. Et est-ce que ça plaira à tout le monde? Je sais pas, c'est un pari assez osé. Et ce que tu disais, Laurent, sur le processeur, il est clair que Windows Phone est un OS très fluide, y compris sur des tout petits hardware, sur les smartphones à moins de 100 € qu'il y a dans la gamme Lumia. Donc c'est vrai que ça peut sembler surdimensionné. À voir après. Moi, je ne suis pas convaincu par le format, ce format qui est entre la tablette et le téléphone. Les grands écrans sur un téléphone peuvent se comprendre, mais enfin là, ça devient compliqué, je pense, à gérer. C'est un peu, voilà, c'est vraiment l'entre-deux qui est compliqué, vraiment difficile à gérer. La phablette, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Ces smartphones XXL ont quand même un succès commercial. Les Note 2 par exemple, de Samsung se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas vendus à plusieurs millions d'exemplaires justement parce qu'ils avaient notamment un stylet qui leur permettait effectivement de se justifier, ne serait-ce que leur nom commercial, bien que ce soit un retour en arrière sur le tactile, fait que ça, on ne va pas refaire la roue. Je pense que moi je reste persuadé qu'un écran tactile, même de grande taille, donc sur une tablette, se conçoit sans accessoires. L'accessoire, c'est bien quand on veut dessiner, quand on veut écrire, d'où l'intérêt du Note, mais au-delà de ça, à quoi ça sert? Moi, dans les transports en commun, on voit des notes. C'est vrai que c'est essentiellement pour le jeu et pour la lecture, et c'est souvent des personnes du sexe féminin qui l'utilisent. Mais clairement, les phablettes, de par leur succès, simplement, on peut dire qu'il y a une cible et que ça fonctionne. Gilles, je crois que vous êtes plutôt accro aux phablettes, à ces grands smartphones. Moi, je suis passé du Note 1 au Note 2 au Note 3 et à un téléphone chinois d'une autre marque parce que j'aime aussi tester les produits. Oui, je suis absolument fan, mais pour une raison bien simple, c'est que pour moi, le téléphone, soit il sert à téléphoner, soit il sert par rapport à d'autres usages et donc éventuellement en produit de remplacement. Et typiquement, je n'ai jamais eu personnellement d'iPhone parce que je ne vois pas du tout l'intérêt, à cause de l'écran, clairement. Donc je ne parle pas de l'ergonomie, mais moi, un écran iPhone, je ne sais pas faire. Je ne sais pas écrire, j'étais avant au BlackBerry,
Pour tout vous dire, c'était quand je tapais mes mails dessus et quand j'ai voulu passer au mode smartphone, pour moi c'était une évidence que qui dit smart dit usage, et l'usage dans ce que j'en fais au quotidien, c'est pas du gadget. Donc le gadget, j'ai besoin d'être à l'aise avec mon outil. J'avais en parallèle une tablette. Donc j'ai cherché l'écran le plus important possible à l'époque, il y a un peu plus d'un an ou un an et demi ou 2 ans, je ne sais plus. J'ai acheté le Note 1. L'écran était grand, mais ça pouvait encore mieux faire, donc pour aller un peu dans le sens contraire de ce que vous dites. Quand le 2 est arrivé, je l'ai acheté, et ma tablette, je ne l'ai plus jamais utilisée. Parce que c'est suffisant pour faire vraiment beaucoup de choses, y compris le soir chez soi, tranquillement. C'est très bien effectivement dans les transports. On voit à quel point Amazon avec son Kindle a eu quand même du succès. Eh bien aujourd'hui, les applis de lecture sont extrêmement utilisées sur ce genre de produits, et avant même peut-être les jeux, par rapport à ce que vous disiez, et ça peut l'être aussi pour les jeux, mais c'est très intéressant pour ça. C'est aussi intéressant pour regarder la télé, ça paraît tout bête, mais à partir du moment où on a ne serait-ce que la 3G, on est assez à l'aise pour regarder la télé, et regarder sur un écran 5-6 pouces, c'est agréable. Donc moi je suis un grand fan. Ce qui s'est passé aussi, c'est intéressant que vous me questionniez là-dessus, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on est dans les usages, on s'attache aux détails, mais du quotidien. Et le Note 2, je crois, de mémoire, était un peu large. Donc ils ont fait évoluer le 2 vers le 3 en réduisant la largeur, pour une raison bien simple, c'est que maintenant ça passe très facilement dans une poche de chemise. Et à partir de là, c'est juste la hauteur qui change un petit peu, éventuellement le poids, mais ils ont fait aussi des efforts, parce que quand vous dites que celui-là, le Nokia à 219 grammes ou quelque chose comme ça, il est un peu lourd, oui, c'est une perception, vous avez raison, mais il faut se rappeler que les portables, à un moment donné, les premiers portables, ils pesaient 200 grammes, enfin je parle pas des tout premiers, mais voilà, avant qu'il y ait des portables mini, c'était plutôt 200 grammes, et donc avoir ce genre de possibilité dans 200 grammes, moi je trouve ça extrêmement intéressant, et je suis donc complètement fan. Si on s'arrête effectivement uniquement aux possibilités, c'est sûr qu'un processeur de quad-core de 2 GHz, c'est ce qu'on avait dans nos PC il y a 5-6 ans à peu près. Si je ne dis pas de bêtises. Donc forcément, la capacité de ces appareils est juste phénoménale par rapport à tout ce dont on a l'habitude de voir, même au quotidien. Aujourd'hui encore, de mémoire, certains PC légers, portables, sont moins puissants, au moins sur le papier, que ce type de smartphone. Mais par rapport à votre réaction sur le quad-core, moi aussi je suis très dubitatif. J'arrive pas bien à voir la différence sur des portables en fonction des processeurs, à part ce qui me gêne profondément, c'est-à-dire la batterie. Parce que typiquement le Note 3, mon écran s'est cassé au bout de 2 semaines et on me demandait le prix de l'appareil pour le changer. 2, au bout de 2 semaines, à midi, la charge était à plat. Donc je me retrouvais avec des chargeurs dans ma voiture, à mon bureau, partout. Pour moi, c'est absolument insupportable. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir justement ce qui se passait dans les marques chinoises qui, elles, vendent des caractéristiques qui ne sont pas très éloignées, mais à mon avis, plus en phase avec les besoins réels du marché aujourd'hui, et en tout cas d'outils du quotidien. Et donc cette tablette dont vous parlez, qui coûte 600-700 euros, quand moi j'ai acheté celui-là, je l'ai payé 300 euros, et globalement j'en suis assez heureux. C'est un 6 pouces, c'est pareil, c'est un quadricore aussi, pas 2.2 mais un 6 ou un 8. Franchement, je ne suis pas sûr qu'on verrait la différence. Et in fine, qu'est-ce que je me dis? Aujourd'hui, je n'ai sans doute pas, et je ne vois pas bien qui pourrait avoir l'usage de processeurs aussi puissants, surtout si on doit payer cher, pour une raison bien simple, c'est que de toute façon, au bout d'un an, on change de portable. Malheureusement, c'est le fait que la batterie ne tient plus, qu'on a cassé l'écran, qu'on est sponsorisé par les opérateurs, etc. Donc moi, j'ai tendance à acheter celui qui me convient pour maintenant et pour l'année à venir, et auquel cas, je pense que typiquement le Motorola dont vous parliez tout à l'heure, c'est pas tellement que c'est extraordinaire comme tarif, c'est simplement que par rapport à l'usage qu'on peut avoir besoin de faire pour un écran qui ressemble, pour un portable qui a ces caractéristiques-là, ça me semble raisonnable de payer entre 150 et 200 euros. Et je
de mon point de vue, le marché, il est un petit peu plus là. Et d'ailleurs, si les notes même ont eu tellement de succès, comme vous le disiez, c'est surtout parce qu'ils ont été sponsorisés par les opérateurs. Moi, je ne connais pas grand monde qui l'achète au prix normal, parce que payer 600 € pour un téléphone portable dont on sait que c'est du jetable, aujourd'hui, il n'y a quand même pas énormément de monde qui le fait. Donc cette percée qu'on ressent venant de Chine, vous parliez du Huawei, ZTE, etc., la manière dont vous en avez parlé comme des espèces de presque sous-marques, j'ai envie de dire, des téléphones chinois. Ce serait plutôt des outsiders. Aujourd'hui, c'est passé de sous-marque à clairement outsider. Et quand Lenovo décide d'arriver en France, ils ont déjà fait le coup sur les ordinateurs portables. Moi, j'ai un peu suivi, j'étais dans le métier il y a quelques années. On parlait déjà des ordinateurs portables chinois et ils ont vite racheté la partie portable de IBM qui s'est transformée. Et là, ils viennent d'annoncer, je crois, qu'ils arrivent en Europe et avec leur force de frappe en étant de mémoire 4e mondial fabricant. Ils vont y aller et avec des tarifs sans doute un petit peu plus agressifs. Donc voilà. Bon, alors, pour en terminer donc avec ce Lumia, c'est un bel appareil qui semble robuste, qui a une bonne autonomie, une batterie de 3400 mAh qui lui permet de bien tenir une quarantaine d'heures en usage soutenu, qui fait de très belles photos et qui est surtout hyper puissant et réactif. Ça, c'est évident. Et moi, j'ai retenu essentiellement, je n'ai pas joué avec autant que toi, mais j'ai surtout, de prime abord, retenu la qualité de finition, qui pour moi, effectivement, chez Nokia, est en très nette hausse. Ouais, c'est du costaud. C'est du costaud. Enfin, en tout cas, ça semble être du costaud. Donc voilà, nous avons fini de faire le petit point sur ce nouveau Lumia qui est disponible dès à présent, notamment chez SFR, pour l'avoir un peu moins cher. Donc maintenant, nous allons passer à une petite application iOS qui nous a beaucoup plu. C'est l'application Zik de Parrot. Alors, le Zikmu, c'est un des casques le plus geek qui soit aujourd'hui, bourré d'électronique, avec des DSP, du NFC, du Bluetooth bien sûr, et des petits trucs en plus, comme une appli qui permet de le gérer sur son iPhone de manière très fine. On peut avoir en direct le degré de charge de la batterie, on peut régler pour qu'il s'attienne automatiquement, on peut faire plein de choses. Et Parrot a dévoilé une nouvelle fonction par le biais d'une mise à jour gratuite. Cette fonction s'appelle réglage by Lou Reed. Donc Lou Reed, tout le monde connaît, le rocker new-yorkais qui nous a quitté le 27 octobre dernier. Et il était fan du casque de la société française, donc Parrot. Un jour, il a appelé Parrot, il leur a dit « Votre casque, il est génial pour de la musique classique. Mais je pense qu'il n'est pas bien réglé d'origine pour le rock. Moi, ce que je vais faire, je vais vous offrir mon réglage, un réglage que je vais faire moi-même avec mes oreilles de rocker, avec mon ingénieur du son. » Et ça a donné donc un pré-réglage qui fournit donc maintenant par le biais de cette application et qui permet d'avoir le son rock by Lou Reed. Donc voilà, c'est un petit plus vraiment très sympa pour cet grand homme. Et je pense que ce casque est vraiment bien. Je ne sais pas si Laurent, tu as eu l'occasion de jouer avec. Oui, j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec. C'est effectivement, comme tu le soulignais, un des casques les plus techniques qui soient aujourd'hui. Entre la réduction de bruit, enfin l'annulation de bruit extérieur, le NFC, les commandes tactiles, son design par Stark de mémoire également, qui laisse pas indifférent. Effectivement, c'est une référence aujourd'hui. Le fait de pouvoir gérer des mises à jour via le téléphone portable et l'application dédiée qu'a créé Parrot, pour moi, est intéressante. Le fait est que du coup le casque n'est pas jetable en tant que tel. On peut le mettre à jour, on peut refaire des réglages. Parrot peut apporter des améliorations également parce qu'il apporte effectivement beaucoup de technologie et je ne serais pas surpris qui nous dévoile quelques fonctionnalités nouvelles au cours de l'année. Voilà, après, reste un prix d'achat en relation avec les performances de l'appareil. D'accord. Bon, et maintenant nous allons venir
à ce pourquoi notre invité est là, de championnat de France de développement mobile. Donc Gilles, vous êtes donc le président de l'Association française pour la promotion du développement mobile, c'est ça, qui organise l'événement. Est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement ? Donc l'association l'AFPDM a été créée en 2013 à l'initiative d'un certain nombre de personnes dans les technos et avec le soutien du gouvernement, en particulier de la délégation aux usages de l'Internet. Et notre constat était que jusqu'à présent, lorsqu'on parlait des applications, on parlait des usages, des nombres de téléchargements, des valorisations, et on parlait peu de quelque chose qui finalement est essentiel. De notre point de vue, le plus important, c'est la partie immergée de cet iceberg qui fait les applications. Qui les fait, ce sont des développeurs. Et les développeurs, en France, ne sont pas reconnus suffisamment, en tout cas pas à leur juste valeur. Je ne sais pas si vous savez qu'aux États-Unis, typiquement, un développeur est mieux rémunéré qu'un commercial. En France, on en est très très loin. Donc notre objectif, c'est valoriser ces développeurs. Ça, c'est l'objectif de l'association. Pour les valoriser, que faire ? Idéalement, organiser des événements qui permettent de porter ce message. Et ce que nous avons souhaité, c'est organiser tout de suite un moment très fort pour lancer à la fois notre association et ce grand mouvement auprès des développeurs, qui est non pas un hackathon tel qu'on peut les voir assez régulièrement, qui laisse beaucoup de liberté à la créativité, à la participation ou pas, on vient, on quitte, etc. Non, nous on a voulu, avec de grands partenaires et le soutien du gouvernement encore une fois, organiser le premier championnat de France qui a lieu effectivement ce week-end, les 23-24 novembre. Donc avec beaucoup d'animations autour, mais le point central ce sera ce championnat sur 24 heures non-stop, de samedi midi à dimanche midi, où nous allons proposer à plusieurs centaines de développeurs et designers également, puisqu'il y a 4 catégories, iOS, Android, Windows, Design, et puis un grand prix spécial, donc ça fait 5 podiums, plus de 30 000 € de dotation. Nous allons leur proposer un cahier des charges qui est à isopérimètre, qui va permettre de savoir qui sont les 3 meilleurs développeurs ou designers mobiles de France grâce à un comité d'experts et à un jury composé de 25 personnes qui seront chargées d'expertiser les productions à partir de dimanche midi pour une remise des prix officielle le dimanche à 17h. A été créé en mai 2013 avec une mission principale, valoriser les développeurs et les designers sans qui les applications mobiles n'existeraient pas. Nous avons pris le pari fou d'organiser le premier championnat de France de développement mobile qui se tiendra les 23 et 24 novembre 2013. Ce n'est pas une surprise, les institutions, les industriels et les communautés de développeurs ont toutes souhaité s'associer à l'organisation de cet événement. Ce championnat, c'est l'occasion de donner à la fois la visibilité mais aussi la chance à des acteurs de cet univers des applications mobiles et des services mobiles de se distinguer. Et nous sommes persuadés que la France et l'Europe ont véritablement une place à jouer dans ces domaines. Et nous l'espérons, les lauréats de ce championnat à jouer une part importante dans le développement de cet écosystème des services mobiles. Ce premier événement est historique puisqu'il va regrouper plusieurs sites simultanément en France. Ce championnat donc, de France de développement d'applications mobiles, ça va être l'événement parfait pour pouvoir illustrer à la fois les talents, l'énergie, les compétences qu'on a en France. 3 plateformes, plateforme Android, plateforme iOS, plateforme Windows Phone. C'est un concours qui va être très regardé. Catégorie du meilleur design et le grand prix du jury. En tout cas, ça va surtout être l'opportunité d'être repéré par des recruteurs professionnels, des patrons de start-up. Si vous faites à l'occasion de ce championnat la démonstration que vous êtes les meilleurs pour faire des développements d'appli, franchement l'occasion est belle. Et Artsup s'associe aux 48 heures du championnat de France de développement mobile. Venez nombreux, soyez inspirés et que le meilleur gagne. Que vous soyez développeur Android, iOS, Windows Phone ou designer, inscrivez-vous et que les meilleurs gagnent. Donc fort soutien donc, du gouvernement. Vous pensez que c'est vraiment important que le gouvernement et les écoles soutiennent ce mouvement ?
Disons que ce qui nous a intéressé lorsque le gouvernement a souhaité s'y associer un petit peu aussi, c'est pour l'officialisation, j'ai envie de dire, de la crédibilité de l'événement. Il n'est pas évident de se dénommer championnat de France si on n'a pas le soutien des plus grands opérateurs français. Donc les opérateurs, ça va être Orange, ça va être également Salesforce, qui est en train de rentrer dans le monde de la mobilité de manière extraordinaire, et c'est d'autres partenaires, hein. Il y a une quinzaine de partenaires, et donc le ministère du numérique via la délégation aux usages de l'Internet. Oui, ça c'est important, c'est la partie, j'ai envie de dire, un peu institutionnelle, et de l'autre côté, cet événement est un événement pour les développeurs, et il a été fait par les développeurs, c'est-à-dire que dans le comité scientifique qui a décidé du cahier des charges et dans le jury, il y a des experts de chaque domaine. On a travaillé avec les personnes de chez Microsoft qui gèrent la communauté des développeurs, c'est également les Android User Group, c'est des rencontres avec les Cocoheads chez Apple, c'est tous ces gens-là qui ont contribué à faire en sorte que ce qui va être proposé sera un événement qui va vraiment marquer de son empreinte cette année et on espère les années à venir puisque ce n'est que le premier. La compétition, puisque c'en est une, se déroule-t-elle par équipe ou simplement par des talents individuels? Est-ce qu'elle a pour but parce que souvent les développeurs travaillent en équipe, tous ne font pas les mêmes choses au sein d'une même application. Là, dans quel cadre cela s'inscrit-il? Alors, les designers concourent tout seuls, les développeurs peuvent concourir seuls, à 2 ou à 3. Parce que le monde des freelances est quand même très très développé, il n'y a pas que des agences qui fonctionnent, donc il y en a qui sont capables de faire beaucoup de choses, donc ils peuvent concourir de 1, 2 ou 3, sachant que le nombre de points auxquels ils pourront accéder sera fonction du fait qu'ils sont seuls à 2 ou à 3, et c'est ce qui nous permettra d'identifier très clairement qui est ou qui sont les meilleurs. D'accord. Ça s'approche quand même très fortement en dehors de la finalité qui est somme toute assez intéressante, mais des premiers hackathons, contrairement à ce que vous disiez, qu'on a pu connaître notamment en sécurité informatique, autour des Black Hat, aux alentours des fin des années 90, milieu des années 90 plus exactement, et début d'année 2000, où justement cette espèce de championnat de développement d'exploits, puisque c'en est un, je pense, de créer une application de bout en bout en moins de 24 heures, ou en tout juste 24 heures en tout cas, ça s'apparente quand même à un sacré exploit. En tout cas, la formule est intéressante. Vous disiez 300 participants, un peu plus de 300 participants. Est-ce qu'il a pour but, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, surtout sur le profil de ces développeurs? Parce que bon, vous êtes soutenu par des écoles, l'Epitech, si mes souvenirs sont bons, qui est hautement reconnu, mais il y a aussi dans le monde professionnel déjà des développeurs en activité, comme vous le soulignez, des freelances. Est-ce qu'il y a une limite d'âge, de participation? Comment vous avez organisé ça? Non, il faut avoir juste 18 ans quand même pour participer, mais au niveau statistique, on a 25% d'étudiants qui participent, on est à 40% de freelance, et 35% qui viennent d'agences. Donc voilà à peu près la répartition. Pour ce qui est des hackathons, oui, j'ai envie de dire que ça peut ressembler un petit peu à l'esprit des premiers, mais par contre, on n'est pas dans le même esprit que ceux qui s'organisent actuellement, qui ont leur légitimité et toutes leurs valeurs, mais qui la plupart du temps sont organisés pour un usage très particulier, souvent pour une entreprise, et c'est très très bien, ça permet justement de faire en sorte qu'il y ait de la création en s'appuyant sur toutes sortes de talents, comme vous disiez. Donc ça, nous, on adhère totalement. Là, c'est vraiment la compétence technique dans sa globalité qui nous importe, au sens aussi organisation, capacité à faire ses recherches, à être seul ou à être en équipe, et pas sur une question ultra précise qui pourrait être de la technique ou de la sécurité ou autre. Donc là, c'est le champion qui nous intéresse. Clairement, Android, iOS, Windows. Et ce qui est amusant aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on est, pour d'autres stats, que ça ressemble à peu près aux stats qu'on connaît sur le marché de diffusion du mobile, puisque typiquement, si je prends que Windows, on a 12%
de participants qui sont sur la catégorie Windows. Et je crois que ça représente à peu près le marché des portables qui sont sur Windows, à quelque chose près, entre 12 et 15 peut-être. Mais on n'est pas très très loin, quelque part. Pas BlackBerry. J'avais envie de vous dire pas BlackBerry. Pas BlackBerry. Bah, on s'est un peu posé la question, mais quand on s'est posé la question il y a 3 mois, on avait de grosses raisons de se poser la question. En même temps, je ne peux pas le dire tout de suite, mais le BlackBerry sera très présent à notre événement via une surprise qu'on organise pour les participants. D'accord. Ah, une petite surprise, bon. D'accord. Bon, j'avais envie aussi de légèrement rebondir sur l'application au sens large. On sait que Google, Apple se sont battus pendant des années sur les centaines de milliers, les dizaines de centaines de millions d'applications disponibles. Et j'ai cru comprendre, d'après une étude, que près de 70% de ces applications n'avaient jamais été téléchargées, même une fois. C'est pas un peu trop d'applications aujourd'hui sur les stores? Est-ce qu'il y en a vraiment tout est utile? Alors, moi je vais complètement dans votre sens et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le téléphone portable. Typiquement, si vous ouvrez le mien, vous allez voir une quarantaine d'applications, à part celles qui sont pour éventuellement mes enfants, quelques-unes. Toutes les autres, je les utilise. Le reste, je ne le fais pas. J'ai acheté une seule application pour l'instant, je crois 1 ou 2 dans ma vie, mais c'est des applications très clairement que j'utilise comme celle qui me permet d'optimiser ma saisie sur mon clavier, ça s'arrête là. Et j'ai le sentiment, effectivement ça me renforce ce que vous dites dans mon sentiment, que on va aller de plus en plus vers l'utilité, de moins en moins vers la futilité, et la notion dont je parlais encore tout à l'heure avec un grand industriel qui est de l'application vers le business, elle va être de plus en plus présente parce qu'on ne peut pas continuer à s'amuser éternellement à développer des applications alors qu'il y aura peut-être 0 téléchargement ou pas de modèle économique. Il y en a qui s'éclatent là-dessus, Snapchat, etc. Mais il y en a un pour 1 million. Le reste, il va falloir à un moment donné qu'il y ait un modèle quand même. Donc je pense qu'on va aller vers ça. Justement, je voudrais rebondir là-dessus. Vous venez de nous dire que, en parlant de modèle économique, que vous n'aviez acheté que quelques applications. Est-ce que pour vous, c'est pas un paradoxe? Parce que les développeurs fournissent, même un petit développeur pour une application qui va être téléchargée une fois, va se mobiliser, va dépenser parfois de l'argent, s'investir en créant une société, parfois des emplois, pour au final pas grand-chose. Il se trouve que le modèle économique, une application, est-ce qu'elle doit être payante? Est-ce qu'elle doit être gratuite? Où est le curseur? Comment vous voulez valoriser la question est plus précise, et comment voulez-vous valoriser cet investissement en termes de temps et en personne humaine, pour justement valoriser un métier qui au final risque de pas gagner grand-chose, en dehors du monde de l'entreprise bien spécifique? C'est une grande question, ça. C'est une très très grande question. Moi je crois que ceux qui vont s'y retrouver, ce sont ceux qui, lorsqu'ils créent des applications gratuites, auront en tête quel est le modèle économique soit de cette application, soit de ce qu'ils veulent faire ou devenir à titre personnel ou pour leur société à l'avenir. Je pense que les 70% d'applications qui ne sont pas utilisées jusqu'à présent étaient sans doute issues soit de jeunes qui se formaient, soit de personnes qui n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'ils veulent faire de cela et qui sont peut-être plus dans le domaine du fantasme, à se dire je vais créer une appli, j'ai une super idée et je pense que ça peut me rendre milliardaire. Je suis assez convaincu que ça risque de disparaître parce que il y a foison maintenant d'applis, donc on va bien se rendre compte lorsqu'on fait une appli et qu'elle n'est pas téléchargée qu'on a peut-être mieux à faire que ce soit s'occuper de sa famille, s'amuser ou bien travailler, j'ai envie de dire un peu sérieusement, on va s'en rendre compte. C'était sans doute un peu la folie de l'ouverture de ces stores qui fait qu'on avait envie de tenter sa chance, d'être valorisé, et c'est ça qui nous a donné, nous, envie de dire on veut les valoriser, mais on va les valoriser sur quelque chose de concret. Donc on ne va pas leur demander de fabriquer quelque chose qui sert peut-être à rien, et d'ailleurs je ne peux pas le dire non plus maintenant, mais l'appli qui va ressortir de l'événement sera une appli qui sera utile à toute la communauté du développeur mobile et leur écosystème. D'accord. Okay. Et maintenant, je pense qu'on a fait le tour de cet événement. On reviendra dessus, je pense, et annoncer les vainqueurs dans la prochaine émission. Et puis, on passe au fight.
au combat. Donc 2 belles tablettes 10 pouces. On va commencer par Sa Majesté l'iPad Air, que voilà. Alors, c'est la toute nouvelle version de l'iPad, 25% plus fine, 25% plus légère, aussi autonome et 2 fois plus puissante. Ça semble un peu miraculeux dit comme ça, non Laurent? Ouais, effectivement, la promesse est intéressante. L'iPad, d'une manière générale, a quand même amené beaucoup de nouveaux usages. Je pense que l'iPad Air conviendra je pense, à pas mal de gens qui attendaient un produit vraiment nomade, encore plus nomade, j'aimerais dire. Il ne faut pas oublier que lors du lancement du premier iPad, c'était quand même le premier appareil à réellement passer largement sous la barre du kilo et à obtenir un bon nombre de suffrages justement en mobilité. Maintenant on en veut toujours plus, ou plus exactement toujours moins, et je pense que là Apple encore enfonce un petit peu son avance, au moins là-dessus. Là on est à l'épaisseur de l'iPad mini, presque au poids, parce que cette machine fait 469 grammes. Ouais, il y a 120 grammes d'écart. C'est vraiment impressionnant. Mais le concurrent, l'éternel concurrent Samsung n'a pas dit son dernier mot, et lui nous présente sa Galaxy Tab Note 10 pouces, et dans son édition 2014. Donc on arrête les Tab 3, 4, 5, et maintenant c'est l'édition 2014. Donc techniquement, elle fait fort. Une chose est sûre, les Samsung n'ont jamais été en retrait d'un point de vue purement technique. Ils ont toujours réussi à proposer une machine qui était souvent d'ailleurs beaucoup plus performante, au moins sur le papier, que l'iPad, restait à résoudre malgré tout, au départ au moins, les problèmes d'ergonomie liés à Android, et puis les tailles d'écran. Le foisonnement de taille d'écran, je pense, a perdu pas mal de gens. Et on voit qu'aujourd'hui, ils en arrivent là où Apple a commencé, mais avec maintenant pas loin de 4 ans et quelques de retard. Là, on est techniquement, c'est au moins l'équivalent de l'iPad. Résolution d'écran énorme, on est en 2560 sur 1600 pixels, donc légèrement mieux même que l'iPad. On a un énorme processeur. La version Wi-Fi, elle a le fameux processeur 8 cœurs de Samsung. En fait, c'est 2 fois 4 cœurs, parce que les 8 cœurs ne fonctionnent pas en même temps aujourd'hui. Et un design entièrement revu par rapport à la génération précédente, et toujours le petit stylet qui se trouve ici et qui permet de lancer donc toutes les fonctions vraiment S Pen. Alors, moi j'ai envie de te dire, quad, octo, ok, mais pourquoi, pour qui et dans quelle mesure? Parce que l'iPad quad-cœur 64 bits pour l'OS, faut le souligner, c'est une première, c'est intéressant, ok, techniquement c'est sympa. À quoi ça sert? Mon fils adore dessiner avec. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un octo-cœur sur une tablette? Alors, est-ce qu'on fait du calcul? Est-ce qu'on fait du rendu vidéo? Du montage vidéo? Parce que c'est quand même un des arguments annoncés. La connectivité, la gestion de l'énergie, ok, ça je le conçois très bien. Maintenant, à quel moment utilise-t-on que ce soit les 4 ou les 8 cœurs chez l'un et chez l'autre? C'est vraiment, en gros, un 4 cœurs hyper puissant pour les applications lourdes et un 4 cœurs moins puissant pour faire les fonctions de base. Un peu à la manière des Tegra, avec le fameux Core Compagnon. Alors, et maintenant c'est l'heure du combat. Design. Moi, mon cœur va vraiment sur l'iPad, avec sa finition métallique. Je ne sais pas si on la voit bien là, mais c'est quand même très classe. Moi, je préfère au plastique Note-Skin de Samsung qui imite le cuir, plutôt bien d'ailleurs de loin. Mais bon, quand on s'approche, ça reste quand même du plastique. Moi, je dirais que tous les goûts sont dans la nature. Ouais. Ça laisse au moins, ça a le mérite de laisser le choix. Effectivement, là où je te rejoins, je pense que l'iPad pose vraiment des jalons en termes de design. Voilà. Très clairement. Bon, on peut dire avantage Apple ? Clairement. Allez, c'est parti. Finition, je pense que c'est...
On est pareil. Pour moi, je donne mon avantage à Apple parce que c'est parfait, quoi. Il n'y a rien à dire. Les ajustements, enfin, les boutons métalliques sur le côté sont durs et agréables. Enfin, c'est... Laurent, pareil. Allez, oui, effectivement, en termes de finition pure et dure, oui. Après, voilà, encore une fois, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Des gens adorent vraiment, d'autres n'aiment pas. Moi, j'aurais tendance effectivement à aller un petit peu comme toi, mais il faut pas forcément s'arrêter uniquement à ça. D'accord. Et Gilles, parce que j'ai compris, vous étiez plus très tablette, mais quand Non, même non, entre je suis un peu allergique à la pomme, moi. Je trouve ça très sympathique, très innovant, mais quand je les vois, en fait, le Samsung que je découvre un petit peu ici, je le trouve très très équilibré. J'ai l'impression, en s'étant inspiré aussi à un moment donné d'Apple, que comme sur pas mal de sujets, il les rattrape. Moi, le plastique, oui, effectivement, mais ça me choque pas plus que ça. Le reste, non plus. Et je sais pas à qui je donnerais l'avantage. Comme ça, je prends pas position, mais j'ai tendance à dire pareil. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et personnellement, entre l'un et l'autre, je choisirais surtout par rapport à, toujours pareil, mon usage. Est-ce que je suis plus pour l'OS Apple ou pour Android, tout simplement, parce que le reste, c'est le même écran, quelque part. C'est la taille d'écran qui est intéressante. Oui. Après, j'ai du mal à voir, et les Hawktalker, etc., comme vous dites... l'usage, bon, clairement, l'écran, moi, je donne égalité, parce que c'est deux très beaux écrans. Et oui, je pense la différence de résolution, on ne la voit pas. Et, de toute façon, si ma mémoire est bonne, Samsung fait partie des fournisseurs d'écran d'Apple, donc à moins d'ouvrir la machine, on ne peut pas savoir d'où vient l'écran. Il y a de grandes chances de venir aussi. Il a de grandes chances de sortir de la même usine, donc effectivement... c'est un ex-aequo, voire un forfait. Voilà, là-dessus, il y a égalité parfaite. Égalité aussi pour moi sur l'autonomie. On est autour du standard aujourd'hui, c'est les 10 heures en vidéo. C'est pareil, les deux sont dans ces eaux-là, à quelques minutes près. Bon, les tailles de batterie sont comparables, enfin, c'est assez logique finalement. Même taille d'écran, même résolution. La consommation, effectivement, est très proche. Voilà. Et en termes de réactivité, les deux machines sont très agréables à utiliser. Je trouve qu'iOS 7 réagit un poil plus vite, grâce aux 64 bits peut-être, mais en tout cas, même l'iPad de génération d'avant s'essoufflait pas. C'était. Alors, là-dessus, peut-être le petit bémol, c'est que je pense que Samsung, comme les autres, gagnerait à ne pas mettre de surcouche sur Android. Un Android, je dirais, pur, ou du moins sans ces surcouches, gagne vraiment à être connu, et je trouve ça un peu dommageable quelque part pour l'appareil. Ça lui rend pas toujours, en tout cas, justice. Après, le verdict final, bon, là on a dit, l'iPad reste légèrement en tête, mais c'est quand même deux très belles tablettes, deux tablettes abouties, réactives, avec des beaux écrans. Donc c'est vraiment un choix qui va être lié à ce que vous disiez, à l'OS. Et aux usages. Et aux usages. Non, les tarifs. Alors les tarifs, moi je trouve... On peut choisir en fonction du tarif aussi, quand on est à ce niveau de qualité. Justement, je pense que la Samsung est un peu chère. Ah, d'accord. Plus cher que l'iPad. Voilà, en 16 Go, elle est autour de 580 €. L'iPad 16 Go Wi-Fi, lui, est à 489. Donc, bien sûr, la Samsung a la possibilité de mettre une carte micro SD, mais ça, pour le coup, Samsung n'est pas moins cher qu'Apple. C'est assez rare, il faut le souligner. Moi, j'ai envie de te dire que je dirais presque, je dis bien presque, je nuance un petit peu les propos, pour la première fois, on a vraiment le choix. On a une vraie alternative à un iPad. Voilà. Et ça, c'est déjà... je pense que c'est pas mal. Ok, et puis je vous ai amené une dernière petite machine, le fameux Asus Transformer T100. J'espère que j'ai bien tout dit, c'est comme ça qu'il faut dire. Alors nous avons en ligne une personne d'Asus France. Bonjour. On va la montrer. Voilà. Je sais pas si on la voit à la caméra. Guillaume. Oui. Salut Guillaume. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un netbook, une tablette? C'est quoi? Alors, bonne question. Pour nous, très clairement, le T100, c'est
le dernier né de notre gamme Transformer, et puis c'est le meilleur du monde. Donc, c'est ni un netbook, ni une tablette, c'est un hybride, c'est un ordinateur ultra portable qui va se transformer en tablette. On a le concept du netbook qui était très intéressant, qui malheureusement sur l'année 2013 est arrivé à son extinction, et grâce à ce type de produit-là, le T100 pour nous est vraiment le renouveau du netbook, c'est le netbook 2.0. D'accord. Alors, le gros bémol qui était apporté au netbook, c'était pas assez puissant pour faire vraiment tout l'usage d'un PC, mais en même temps, ça n'avait pas la portabilité et l'autonomie et c'était pas tactile surtout, d'une tablette ou d'un OS mobile. Là, pensez que c'est le meilleur des deux mondes. En clair, on a tous les avantages d'un netbook, d'un véritable ordinateur, parce qu'on a un clavier qu'on peut voir là, qui est détachable. Et en même temps, on a en un clic, on appuie sur le petit bouton qu'on voit là, hop, et ça devient une tablette tactile et réactive. Donc on est vraiment dans le monde de l'hybride. Et pour tout ce qui est de la puissance, donc on a la nouvelle génération de processeurs Atom, c'est ça ? Tout à fait. Alors on est sur une génération qui s'appelle la génération B-Trail, donc qui est la dernière génération de processeurs Intel pour les produits ultra mobiles. Donc on est sur un processeur qui est 4 cœurs. Alors effectivement, comme vous l'avez souligné, 2 cœurs. Pardon, je suis un petit peu malade. 4 cœurs pour quoi faire. Très clairement, on a vu que sur les premières générations de tablettes équipées de Windows, on était sur des produits à double cœur, voire à simple cœur, où on avait quelque chose qui était un petit peu poussif. Là, pour le coup, on a un produit qui est tout à fait fluide, et grâce justement à ce processeur-là. Donc, on a, vraiment pour nous, effectivement, le netbook, on va pas dire ultime, puisqu'il y a toujours des possibilités d'amélioration, mais on a le renouveau du netbook avec, vous l'avez bien souligné, un écran tactile qui va aller parfaitement avec Windows 8 et notamment Windows 8.1 qui est la dernière version qui est pré-embarquée sur le produit. Donc pour nous, vraiment, le netbook est de retour. Et un petit point, parce que vous disiez effectivement le netbook, on faisait le reproche de ne pas avoir la puissance d'un ordinateur. Pour nous, vraiment, le netbook était un produit de deuxième équipement. C'est-à-dire que c'était un produit qu'on allait avoir en plus pour plus de mobilité, pour des situations bien particulières. Oui, et puis là, comme vous disiez, on va au-delà des limites des systèmes d'exploitation mobile. Dedans, j'ai le vrai Windows 8.1, exactement. J'ai le vrai Word, le vrai Excel, j'ai tous les outils, on peut aller jusqu'au Photoshop, certains jeux, c'est ça le gros truc magique presque, grâce à cette génération de processeurs. Voilà. Tout à fait. Alors, c'est pas grâce à la génération de processeurs, tout simplement c'est... Alors effectivement, c'est un processeur x86, donc qui va gérer la version de Windows qui n'est pas la version RT, qui est une version Windows 8.1, donc on l'appelle Windows 8.1, qui va permettre d'installer tous les logiciels de l'environnement Windows depuis la création de Windows. Donc vous avez une bibliothèque phénoménale de logiciels qui est déjà existante et qui est très facilement téléchargeable à partir d'Internet. Ah. Petit problème de liaison. D'accord. Alors, en attendant de retrouver notre ami Nasus, moi, comme tout à l'heure, j'ai eu la chance de jouer avec un petit moment. C'est vrai que c'est très réactif. Le Windows 8.1 réagit parfaitement, aussi bien que certains gros PC portables de plusieurs kilos. Le prix est assez magique également. Je crois que la version 32 Go est à 349 €, c'est ça ? C'est exact, 349 €. Et pour ce prix-là, en plus, vous avez à l'intérieur, déjà dès la sortie de la boîte, une version de Microsoft Office qui est la version famille étudiante, version 2013, donc la version complète et qui est disponible. Enfin, la version qui n'est pas la version 365. Donc vous l'avez, une fois que vous l'avez, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Alors, je pense que moi j'ai juste un bémol. Pourquoi pas de batterie supplémentaire dans le clavier ? Parce que vous faites ça sur les tablettes Android, la célèbre série Transformer. Pourquoi là vous n'avez pas pu le mettre ?
Alors, c'est une très bonne question. D'une part, on voulait vraiment avoir un produit dont le poids ne dépasse pas 1 kg. Donc là, avec ce produit-là, on est vraiment pile poil à 1 kg. On est à 1 kg 0,331, donc vraiment très très proche du kilo. D'autre part, le prix, il faut bien préciser que rajouter une batterie alourdit à la fois la machine, mais aussi l'addition. Donc on a voulu vraiment avoir proposé un produit de manière un tarif très agressif, un produit très intéressant pour cette finition, pour ce niveau de qualité, à un prix qui est très très intéressant. Donc c'est aussi pour ça. Après, en termes d'autonomie, sur la tablette en elle-même, vous êtes jusqu'à 11 heures d'autonomie déjà. Donc on a fait le choix de se dire que finalement, jusqu'à 11 heures d'autonomie, vous pouvez remplir une bonne journée, une journée de cours, une journée en amphi, une journée au travail. Pas besoin d'aller pousser le vis jusqu'à 20 heures d'autonomie, puisque voilà, on est sur un produit qui pour nous déjà remplit bien son office. C'est clair. De grosses ambitions commerciales, j'imagine, que c'est vraiment un produit qu'on va retrouver sur les bancs des facs, ce genre de cible là. Alors, très grosses ambitions commerciales, ça évidemment. Pour nous, c'est le produit phare de fin d'année, qui est disponible vraiment de manière dans toute la distribution française. En termes de cible, pour nous, c'est la même cible que le netbook. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, puisque ça nous permet de toucher tous les utilisateurs potentiels, que ça soit et bien évidemment les étudiants qui vont pouvoir l'amener sur les bancs de la fac et puis l'utiliser en pause sur un mode applicatif et puis pendant les cours productif à taper ses cours sur Word. Ça peut être aussi des personnes qui recherchent un produit mobile et qui ne trouvaient plus avec la disparition des IPC. Donc ça va être voilà, vraiment le renouveau, je vous dis, le netbook dans toute sa splendeur, vraiment c'est ce produit-là, et donc ça s'adresse à toutes les personnes puisque c'est pour nous un produit de deuxième équipement. Ok, eh ben, merci beaucoup, nous on y croit, c'est un produit très réussi, bravo Asus. Ben, merci. J'aurais juste un tout petit bémol quand même, au niveau de la connectique, je trouve ça un peu léger, c'est juste une petite remarque. Hein. Je suis désolé, on est étudiant, t'as besoin de stocker des choses, tu télécharges de la musique, des films, t'as une base qui est censée pouvoir te servir d'appareil de PC de maison également. Je trouve ça un petit peu léger en connectique. Mais quelques prises USB supplémentaires. Peut-être une prise USB ou une sortie HDMI, je ne sais pas. Mais il y a une sortie HDMI, c'est une micro HDMI. Sur la base. Non, la sortie micro HDMI est située sur la tablette. Et il y a un port USB 3 qui permet de brancher un disque dur externe sur le clavier. Et en plus, dans la tablette, vous avez un slot micro SD qui va vous permettre de étendre la mémoire de stockage en ajoutant jusqu'à 64 Go de stockage. Donc vous avez vraiment, au niveau de la connectique, effectivement, le seul petit point aurait été de mettre un USB supplémentaire, mais en termes d'épaisseur et en termes de portabilité et en termes de design aussi, ça n'a pas été possible. En termes de connectique, moi je la trouve plutôt complète. D'accord. De toute façon, l'argument prix, il porte, parce qu'on est quand même 200 € moins cher qu'une tablette Android de haut de gamme. Donc le prix est vraiment intéressant. Bon, ben, je pense qu'il est temps de conclure l'émission. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, avec le hashtag #LeStudioMobile. N'hésitez pas aussi à télécharger la version podcast vidéo de l'émission. Vous aurez une belle image en HD. Et puis à très bientôt dans 2 semaines. Merci à tous, bonne soirée.